j'en suis sûre. Donc, je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup et merci aux organisateurs, et à Madeleine Renoir pour son rôle pionnier et pour la présidence de séance et la présentation. Et comme je suis évidemment l'outsider, pour parler anglais, ou l'imposteur de service, je vais multiplier les pas de côté et nous inviter à réfléchir à Pinget par des pas de côté. Et je vais commencer donc par faire une référence à Pinget avec un pas de côté, puisque je ferai une référence à un livre de Pinget qui s'intitule Tulip Blues, et qui n'est donc pas de Robert Pinget, mais d'Emmanuel Pinget, présent parmi nous ce matin. Livre publié aux éditions Louise Bottu, simultanément au centenaire de la naissance de Robert Pinget, et que je vous invite tous et tous à lire. C'est un livre décapant, je n'en dirai pas plus. Et la raison pour laquelle je cite Tulip Blues en préambule, c'est parce que je me suis aperçu de ma double imprudence. Je savais être très imprudent en allant en territoire pingétien, en étant moi-même pas du tout pingétien. Et je me suis rendu compte que cette imprudence se doublait d'une deuxième imprudence qui consistait à s'intéresser à la question des traductions, car il s'agit d'un véritable tonneau des Danaïdes. Et pour expliquer pourquoi je fais une référence à Tulip Blues, je me suis retrouvé un peu dans la position des livreurs de tulipes dans Tulip Blues d'Emmanuel Pinget, à savoir que finalement on ne sait jamais ni où, ni quand, ni comment on va pouvoir livrer la marchandise. Donc je la livre quand même devant vous, en vous réclamant bien sûr un peu d'indulgence. Alors, histoire de restreindre un peu le spectre, et c'est la seule modification dans mon titre, je ne parlerai que de l'apocryphe et de Théo ou le temps neuf. Et j'ai enlevé quelqu'un pour un certain nombre de bonnes et de mauvaises raisons. Je vais citer la seule bonne, vraie raison, double, allez, on va dire. D'abord, on a beaucoup parlé de quelqu'un hier, mais ça, bon, j'ai pas enlevé le travail sur quelqu'un depuis hier soir. La vraie raison, c'est que j'ai pensé qu'il était plus intéressant de s'intéresser à l'apocryphe et à Théo et le temps neuf, en raison de l'unité virgilienne, en quelque sorte, ou du rapport virgilien entre ces deux textes. Le ton, la voix, double concept qui traverse la création de Robert Pinget, sont des questions éminemment musicales et donc esthétiques ou intermédiales, et je vais m'en emparer pour essayer de reprendre à nouveau frais la poétique pingestienne et donc la manière d'écrire en poète de Robert Pinget. Au plan de la traduction, ces questions de ton et de voix sont avant tout et très pragmatiquement des questions stylistiques. Le problème qui se pose à une traductrice, et je ne masculiniserai pas puisque je parlerai aujourd'hui de deux traductrices, le problème qui se pose à une traductrice de texte littéraire dans l'absolu est de restituer la tonalité, le niveau de langue, le registre. Pour traduire Pinget, il est indispensable de s'efforcer de trouver le ton juste, c'est-à-dire un équilibre rythmique autant qu'un équilibre entre termes familiers voire argotiques, parfois archaïsants ou connotés en tant que régionalisme, et d'autre part la langue savante. Cela est notamment vrai de deux textes tardifs de Pinget, d'une part le roman L'Apocryphe, 1980, et d'autre part Théo ou le temps neuf, 1991. Et vous avez normalement trouvé à vos places des exempliers en 3 pages et 2 feuilles. Si vous ne les avez pas, il doit rester 3 exemplaires qui se promènent sur au premier rang. Voilà, donc si vous n'en avez pas, je suis désolé, j'ai pas pu identifier toutes les places pendant la pause café. C'est cette double question de la restitution et de l'équilibre que j'ai choisi d'explorer à partir des traductions américaines, Barbara Wright et allemande Gerda Scheffel, des 2 livres. Il faut sans doute... Excuse-moi, anglaise. Oui, elle est anglaise, mais l'essentiel a été quand même publié par des maisons d'édition américaines. D'accord, mais là... Oui, très bien, je changerai, enfin j'expliquerai, je ferai une note de bas de page, on aime faire les notes de bas de page. Il faut sans doute, j'en ai pas assez pour l'instant dans mon article, donc c'est très bien, il faut sans doute se montrer indulgent vis-à-vis de quelqu'un qui de manière croissante et par inquiétante déformation professionnelle, moi, a besoin de traduire ou de lire des traductions existantes pour mieux comprendre le texte source, et donc il ne s'agit pas pour moi de faire une critique, même objective, positive de traduction, mais de redécouvrir aussi le texte pingestien à partir de ces traductions. Et il y a 7 points, 7 axes d'entrée dans lesquels j'ai choisi de m'investir, que j'ai choisi d'approfondir, et évidemment je n'aurai pas le temps de tout traiter, donc il va de soi que quand j'aurai parlé 30 minutes, on me coupera la parole, ou j'en serai. Il n'y a pas de conclusion de toute façon, donc c'est pas très grave. La première de ces entrées, c'est dans la question des niveaux de langue, les expressions familières ou argotiques, et je vous renvoie à l'exemplier, premier 1, exemple tiré de Théo, Mafiole,
Et avec cet échange avec, évidemment, l'enfant, qu'est-ce que ça veut dire ma fiole? Ça veut dire ma tête. Et ici, en anglais, cela devient taking the piss, qui est très proche. Et en allemand, il y a toute une modulation qui a obligé la traductrice à traduire de manière radicalement différente la fin de ce fragment, puisque c'est traduit par alte Quacksalber. Il s'agit bien sûr du contexte dans lequel un personnage dit au médecin « vous payez ma fiole », et donc la alte Quacksalber, c'est en fait l'espèce de vieux charlatan, si on voulait retrouver un équivalent. Et donc du coup, évidemment, tout doit être réexpliqué et modifié dans la suite de la traduction. Deuxième exemple, si toujours dans Théo, si de savoir des choses vous fait croûter sous la pluie, j'aime mieux ne rien savoir. Et ici, on a vraiment des traductions très proches en termes de niveau de langue. Nosh in the rain. If knowing things makes you nosh in the rain, I prefer not to know anything. Et en allemand, wenn Sachen Wissen einen im Regen sparten lässt, dann weiß ich lieber nichts. Ah, j'ai oublié de dire que je suis un ancien allemand LV1, mais que mon allemand appartient à une vie antérieure. Donc voilà, c'est pour ça aussi que vous avez un exemple lié, parce que mon allemand n'est pas en soi compréhensible. Enfin, j'essaie quand même. Cela rejoint aussi la question du rythme, puisque l'on voit que dans cette phrase, il y a aussi une question de rythme avec l'absence de ponctuation, l'absence de virgule, pardon, qui vient rejoindre la question du niveau de langue. Question de rythme que l'on retrouvera dans l'exemple numéro 3 de l'exemple lié, dans un passage proche de la fin, dans l'apocryphe. Ce vieux schnock et ses plaisanteries malséantes, rendues par the old crackpot with his unseemly jokes, et en allemand der alte Tattergreis und seine zweideutigen Scherze. Le fait que la traduction américaine propose un pentamètre iambique parfait, avec même un spondé emphatique sur le mot crackpot, qui est un changement d'image, une modulation métaphorique. Le crackpot, c'est le vase fêlé qui dénote la folie, permet de découvrir à rebours un alexandrin dans la phrase française, un alexandrin à césure non classique, puisqu'il est sur une césure 3-9, ce vieux schnock, puis un allongement de la période et ses plaisanteries malséantes, avec bien sûr une opposition entre termes monosyllabiques à valeur familière et termes polysyllabiques d'un niveau plus soutenu. Et l'on retrouve cela évidemment dans les deux traductions. Petit bémol peut-être dans la traduction allemande, le sens subjectif et moralisateur de malséant n'est pas rendu, avec ici zweideutig, qui veut dire équivoque, alors qu'en fait unschicklich aurait été tout à fait possible. Vous voyez, je dis que je suis nul en allemand, mais je me permets même de proposer des solutions alternatives. Ça aurait même permis d'ailleurs une allitération entre unschicklich et Scherz. Et par parenthèse, puisqu'il y a j'en ai eu la confirmation hier, il y a d'assez abondants apparemment échanges épistolaires entre Robert Pinger et ses traductrices, ça sera évidemment intéressant d'aller y regarder de plus près. Quatrième exemple pour le niveau de langue familier, le fameux passage de la grosse viande dans Théo. C'est quoi la grosse viande? Pas bon pour les enfants. Ici, la répétition de ce terme à 4 reprises, un peu similaire à l'explication de Mafiole dans l'exemple 1, se retrouve traduite par un terme assez étonnant, enfin assez curieux, scrag ends, assez rare aussi, qui correspond plus aux rognures ou aux abats en fait. Et en allemand, de manière peut-être plus surprenante encore, par rotes Fleisch, c'est-à-dire la viande rouge. Et donc là, on est évidemment dans une traduction assez lointaine et surtout qui n'a pas du tout le même niveau de langue, puisque rotes Fleisch est tout à fait courant, ce qui n'est pas le cas de grosse viande, évidemment. Un autre exemple qui n'est pas dans l'exemple lié, c'est les pots de vin dans l'apocryphe, page 150, chapitre 135. Les pots de vin, les pots de vin, ça signifie quelque chose. Dans ce passage de l'apocryphe, évidemment, le locuteur insiste sur le lien entre corruption et alcool, jeu de mots qui ne se retrouve ni dans Wright, Hash Money, ni dans Scheffel, Die Schmiergelder. Dans les deux cas, il y a modulation métaphorique avec changement d'image. En anglais, le verbe hash, utilisé comme adjectif, connote le fait d'acheter le silence de quelqu'un, donc plus du tout la question de l'alcool ou une boisson alcoolisée. Et en allemand, le verbe schmieren retrouverait plutôt une métaphorisation française de l'ordre de graisser la pâte. Donc on a quand même ici une perte de ce jeu de mots ici. Deuxième rubrique, la question du relâchement syntaxique et du style oral qui pourrait occuper une communication à lui seul. Théo, page 72, c'est pas un livre, c'est un gribouillis, on n'y comprend rien. Et je ne l'ai pas mis dans l'exemple lié, mais dans les deux traductions anglaises et allemandes, d'abord l'absence de négation et l'absence de virgule est conservée.
Dans l'apocryphe, ça c'est l'exemple numéro 5, vous serez gaillard, tonton. You'll soon be hale and hearty uncle, Sie werden noch mopsfidel Onkelchen. Le ton oral, le rythme et le caractère familier de l'apostrophe sont mieux conservés ici en allemand. L'adjectif mopsfidel associe à l'adjectif fidel, joyeux, le terme mops, qui peut dériver du verbe mopsen, piquer, voler, être égrillard, être sautillé dans tous les sens, ou peut-être de manière plus intéressante encore, du nom mops, qui désigne littéralement une race de chiens, et figurativement un vieil homme. Donc le dictionnaire Ponce donne comme traduction équivalente un vieux pépère. Donc c'est intéressant parce que là c'est joyeux comme un vieux schnock, donc on retrouve le vieux schnock peut-être. Et surtout il suggère, troisième élément d'ajout presque métaphorique dans le réseau poétique du texte allemand, une coïncidence polysémique avec un autre sens familier et obscène de mops, surtout au pluriel, mops, les nichons. Exemple numéro 6, toujours sur cette question du relâchement syntaxique, et comme il est intéressant d'analyser des séquences plus longues, j'ai regardé la totalité du chapitre 16 de l'apocryphe, et je vous en ai mis juste un petit extrait dans le tableau. Comme disait l'autre, service d'autrui n'est pas un héritage, et maintenant je suis à bout. Ah, ça me fait deuil d'observer tous ces jardiniers à la manque, tout le temps à casser la croûte, à bavarder. Autre extrait de cette longue séquence, vous n'êtes pas si mal lotis, un toit et un jardin. Histoire de gagner un peu de temps, comme vous avez, je crois, maintenant toutes et tous un exemplier, vous pouvez prendre connaissance des différentes traductions pendant que je les commente. En anglais comme en allemand, les éléments rythmiques sont conservés, c'est-à-dire la pulsation, l'alternance entre énoncés brefs et énoncés plus longs. Les expressions familières archaïques ont tendance à être sous-traduites, c'est le cas notamment de « ça me fait deuil ». Et de même, le dicton, de tonalité très soutenue, me semble-t-il, « service d'autrui n'est pas un héritage », qui n'est d'ailleurs pas répertorié comme un dicton extrêmement courant en français, est-ce un helvétisme, on me le dira, est modulé au moyen d'un énoncé beaucoup plus général et beaucoup plus banal en anglais comme en allemand, avec le pronom impersonnel you en anglais, you don't get rich by serving other people, il y a ici un affaiblissement, et idem en allemand, sich für andere einsetzen macht nicht reich. Dans ces deux cas, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont deux notions liées à la mort d'une part, à l'héritage, qui sont effacées. Or, il me semble que dans le réseau métaphorique de l'apocryphe singulièrement, la mort et l'héritage, on a ici un texte qui joue quand même avec ce réseau métaphorique-là, et ni en anglais ni en allemand, le réseau métaphorique n'est conservé. Je rappelle que quand je fais ces commentaires-là, ce n'est pas pour critiquer ou pour dire qu'il y avait des possibilités de le conserver, c'est pour signaler aussi en quoi ça fait réapparaître ce réseau métaphorique-là dans la lecture que je fais du texte français. Autre effacement stylistique et notionnel certainement inévitable, le redoublement initial, l'autre, autrui, comme disait l'autre, service d'autrui. Ici, ce redoublement est probablement délibéré et très significatif, là encore, dans le cadre de la thématique du double, et il n'est pas conservé, ni en anglais ni en allemand, peut-être n'était-il pas conservable, à moins que je ne me permette de manière assez arrogante encore, de proposer une autre solution en allemand, sich für einen anderen Mann einsetzen macht nicht reich, dans lequel on aurait un redoublement du Mann, on, M-A-N, et du Mann, M majuscule A-2-N, mais est-ce qu'un lecteur allemand y verrait un vrai redoublement, tant ces deux mots sont banals en allemand, je ne suis pas vraiment sûr, alors qu'il me semble quand même qu'en français, comme disait l'autre et autrui, la répétition, ou plus exactement la variation, est plus perceptible. Dernier élément sur cette séquence-là, le jeu de mots sur être mal loti, vous avez un toit et un jardin, l'expression mal loti qui est ici resémantisée bien sûr avec l'idée de lotissement, ce jeu de mots suggérant une resémantisation n'est pas conservé, you aren't so badly off, et de même daran schlecht sein, à moins que l'on ne considère le daran comme un vecteur une spatialisation, et donc qui reprend un petit peu le pas si mal loti. Enfin, il n'y a pas le même niveau de resémantisation. Je vais passer sur les autres exemples liés à cette deuxième rubrique. Il s'agit de l'exemple. Il y avait un exemple qui n'est pas dans l'exemplier, et de l'exemple 7, eh bien tant pis, on en parlera une autre fois ou pas du tout. Et je passe à la troisième rubrique, celle des expressions soutenues, et j'ai mis un seul exemple dans mon exemplier, mais j'en avais d'autres, dont un qui était assez intéressant, qui est, je le signale pour les fanatiques de Théo le Temps Neuf, la traduction des grimoires, hein, le vieux retourne à ses grimoires, qui a été surtraduit presque en anglais par Books of Gramarye, G-R-A-M-A-R-Y-E, qui est un terme extrêmement archaïque,
Et donc il y a certainement un phénomène de compensation. L'exemple que vous avez dans l'exemplier, c'est l'exemple numéro 8. Ce jour-d'hui seul, formule spécieuse, traduit ce jour-d'hui, donc avec cet archaïsme de jour et d'hui en 2 mots, même en 3 si on considère la préposition de comme un mot à part entière, traduit de manière beaucoup plus plate par this day alone, no der Tag heute, ce qui ne serait peut-être pas si gênant s'il n'était la formule spécieuse. En quoi ce no der Tag heute, si on prend l'exemple de l'allemand, est-il eine Scheinformulierung? No der Tag heute n'est pas particulièrement tape à l'œil ou spécieux ou comment dire, d'un écrivain se regardant écrire. Donc là encore, il y a des éléments qui sont un peu effacés sur cette question des termes soutenus. La 4e rubrique à laquelle je me suis intéressé, c'est celle de la récurrence de certains termes, et je suis loin d'avoir listé, et je rejoins ce qui a été dit hier, il faudrait une version numérisée de l'intégrale de Pinget, enfin c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, j'en parle à l'aise, comme on dit, comme dirait l'autre, pour faire une citation pingétienne, mais enfin voilà, j'en ai repéré 3, j'en ai repéré 2 ou 3 autres, mais trop tard pour l'exemplier. Et donc, j'ai ajouté aussi une référence à Parlotte, parce qu'il me semble que Fatra et Parlotte jouent des fonctions poétiques, ont des fonctions poétiques assez similaires dans les proses romanesques de Pinget. Alors, c'est ces mots qui sont des mots un peu familiers et qui ont une fonction de récurrence et aussi d'autodénonciation du discours aussi, et d'autodénonciation des prétentions à l'œuvre aussi. Donc ce discours critique dont il était question d'ailleurs lors de la première communication du jour. Et ici, on constatera que dans le texte américain, la répétition du même terme n'est pas conservée, puisque hodgepodge, qui est de fait une bonne traduction de fatra, y compris d'ailleurs d'un point de vue formel, n'est pas conservé à chaque fois, puisque à la page 38, on trouvera « make a clean sweep of all that rubbish » pour faire table rase de ce fatra. En allemand, c'est le même terme qui est gardé dans toutes les occurrences que j'ai pu contrôler, les 3 que vous avez sous les yeux et 2 autres, plunder, pour traduire fatra. Donc là, le côté motif musical presque de la répétition du mot fatra est mieux conservé par Scheffel 1982 que par Wright 1986. Toujours sur la récurrence de certains termes, eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder du côté de Duner reprenant, qui n'est pas seulement, bien sûr, Duner, le titre d'un des carnets de Monsieur Songe, mais qui se trouve dans un certain nombre d'autres textes, dont Théo. Et Duner est traduit par Be Brave en anglais. Or, il se trouve que la traduction anglaise, également par Barbara Wright, de Duner, a été publiée simultanément aux mêmes éditions. Donc, ça veut dire que Theo of the New Era a été publié en même temps que Be Brave, et en allemand c'est traduit par Weitermachen, qui de fait traduit la 2e partie, reprenons, et donc du coup toute la métaphore dunaire est ici effacée, puisque c'est vraiment reprenons qui est conservé et non pas l'image de Duner. Mais même Be Brave n'a pas les mêmes connotations métaphoriques que Duner, alors que la métaphore est conservable en anglais. Have some nerve ou some knack ou nerve. Ah si, ça marche. I'd have the nerve, qui aurait un sens légèrement différent, mais knack fonctionnerait tout à fait. Donc bon, ça a pu ne pas être conservé pour des raisons éditoriales aussi. Là encore, il faudrait regarder du côté du travail avec l'éditeur. Mais knack fonctionnerait ici. Et nerve avec certains ajustements. Sur la citation numéro 11, c'est la récurrence de la métaphore du cafard. On se fait une bonne tranche de cafard. Plus loin, le cafard parfaitement, et je ne l'ai repris que dans un seul fragment, mais le cafard se trouve bien sûr dans d'autres textes de Pinget, traduit fort bien par l'image des Blue Devils par Barbara Wright. We get a fit of the Blue Devils, c'est la citation numéro 11 dans l'exemplier. The Blue Devils, that's true. Traduit par une modulation renvoyant vers un concept plus abstrait en allemand, mélancolie ou mélancolie, je ne sais jamais comment il faut dire, je ne le dis pas, voilà. Vous faites comme si j'avais rien dit. Vous l'avez dans le texte, en tout cas la mélancolie, et donc évidemment, je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait que le cafard et la mélancolie, c'est quand même pas la même chose. Donc ici, peut-être est-ce l'absence d'une expression imagée équivalente en allemand qui donne lieu à ce renvoi à l'abstrait et à la notion.
Je vais aborder la quatrième rubrique possible, qui est la question des références culturelles, et je me suis limité à l'exemple de Virgile dans les 2 livres, et j'ai à peine commencé le travail, donc ça tombe bien que je manque de temps, parce que je vais pouvoir faire croire que c'est parce que je manque de temps que je n'en parle pas plus. Je vous ai donné une citation qui est l'une des traductions dont on parlait hier, une des traductions probablement de Pinget lui-même, Escant de mon pipeau, le rythme du ménal, dans lequel l'hexamètre dactylique devient un alexandrin, et qui a donné lieu aux 2 traductions que vous pouvez lire dans l'exemplier. Je vous laisse les lire. Ce qui m'a intéressé, en fait, et là ça n'est pas dans l'exemplier, c'est que la référence aux églogues ou aux bucoliques, qui sous-tend l'apocryphe dans son entier et se retrouve aussi dans Théo, pour l'apocryphe dès l'ekphrasis initiale de la bergerie, se retrouve aussi dans certaines expressions familières archaïques. C'est pour dire évidemment que la catégorisation que j'ai faite en cette partie ne fonctionne pas, puisque tout renvoie à tout en permanence. Et je cite le chapitre 17 de l'apocryphe, est-ce que monsieur me donne campos? Et l'expression donner campos, me semble-t-il peu usuelle à l'époque de la publication du roman, provient de la permission qui était donnée aux écoliers de la campagne d'aller garder le bétail. Et il s'agit évidemment d'une adaptation directe ou d'un emprunt direct au latin, littéralement donner les champs. Ainsi, la dimension pastorale se retrouve reprise en mode mineur dans cette formule qui n'a peut-être d'ailleurs pas été entièrement conservée. Si on regarde ce que ça donne en anglais, c'est « Is Monsieur going to let me have some time off ?» et en allemand « Kann ich frei haben ?» Et donc, du coup, évidemment, on a au minimum une sous-traduction du côté un peu rare, un peu archaïque et familier à la fois, et à coup sûr un effacement de cette dimension pastorale en mode mineur. Or, il me semble que c'est quand même fondamental dans l'écriture de Pinget, le fait que le mode majeur est sans arrêt repris en mode mineur, donc on a ce principe de composition poétique assez récurrent, et dont là, je n'ai listé qu'un seul exemple, n'ayant pas lu la totalité des sources secondaires sur Pinget, je suis sans doute en train d'enfoncer des portes ouvertes avec mon donné campos. Mais voilà, c'est un des exemples que j'avais voulu regarder. Et puis dans Théo, la double référence à Virgile à la page 58, ces chants que nos vallons renvoient jusqu'aux étoiles, et où évidemment l'enfant dit « Est-ce que j'ai du bon tabac ?» c'est aussi une belle chanson. Il y a là encore cette double référence au bucolique d'une part à « J'ai du bon tabac ». C'est assez intéressant d'ailleurs, je ne l'ai pas remis je crois dans l'exemplier, mais dans la traduction par Barbara Wright, le titre de la chanson française est conservé, « J'ai du bon tabac ». Et ce qui là encore a dû faire l'objet, je suppose, d'un échange, ou en tout cas, c'est pas produit comme ça. En allemand, on a de manière beaucoup plus classique la conversion en une référence de chanson d'enfant. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Littéralement, c'est une chanson pour enfants sur le renard qui vole l'oie. Littéralement, renard, tu as volé l'oie. Et dans laquelle je ne peux m'empêcher évidemment de voir une référence au renard et à la boussole. Le renard tout de même chez Pinget, et de manière plus générale, évidemment, toute cette question du vol et de la propriété ou de la délimitation de la propriété qui est intéressante aussi ici. Je terminerai, il me reste 5 minutes si je ne m'abuse. Sur les 2 derniers points sont tout d'abord la traduction des erreurs sur les mots, un point qui a été abordé hier et ce matin, les cuirs, ou ce que moi, avec ma casquette d'angliciste, j'appellerais les malapropisms, ça vient d'un personnage de Sheridan qui est Mrs. Malaprop, qui, pendant la totalité d'une pièce, écorche systématiquement tous les mots un peu recherchés ou un peu intellectuels. Et donc on trouve évidemment de manière récurrente dans l'inquisitoire, on le sait bien sûr, ça a été cité hier, amphibite pour amphitrite par exemple. On le retrouve dans Théo avec l'enfant, donc avec une autre fonction, l'enfant qui emploie mabrou pour rabrou, donc mabrouer pour rabrouer, et donc en anglais on retrouve une diade criticizing, qui est vraiment extrêmement riche et très très intéressante, et en allemand anschneuzen, es heißt nicht anschneuzen, es heißt anschnauzen. Exemple numéro 14 à la page 3 de mon exemplier, une série de cuirs ou d'erreurs ou de malapropisms, patricule, anecdote, modernifier, l'air conditionnel, et c'est à vous faire tresser les cheveux. Ici, à part pour la faute de grammaire, je suis été, ou de syntaxe, qui est
traduite par une faute de grammaire en allemand. Ich bin in der Bibliothek gewesen. Les cuirs ne sont pas du tout conservés en allemand. À savoir qu'à ce moment-là, dans le texte allemand, à part la faute de grammaire, il n'y a aucune faute lexicale. En anglais, en revanche, peut-être du fait que le malapropism est presque un genre à part entière, on le retrouve chez Dickens, on le retrouve chez Beckett, on le retrouve dans un grand nombre de textes écrits par des auteurs anglophones. Ici, Barbara Wright s'est bien amusée, enfin, j'espère pour elle en tout cas. Anecdotes, Modernified, Air Conditioning, qui garde le même côté jeu sur la grammaire ou sur les temps, évidemment, et la syntaxe. Make Your Hairs Split, qui est très drôle, puisque normalement c'est Make Your Hair Curl, pardon. Et donc ici, deux images anglaises sont mélangées. Make Your Hair Curl, faire se dresser les cheveux, et Split Hairs, qui est couper les cheveux en quatre, et qui sont ici mélangés, ce qui du coup est assez drôle, parce que les hairs en anglais c'est des poils, et donc c'est des poils qui se divisent en deux, ce qui est quand même assez amusant. Et j'ai remarqué aussi le fait que le particule n'est traduit ni en anglais ni en allemand, mais que Barbara Wright a récupéré, a fait un effet de compensation, puisqu'elle a ajouté une erreur un peu plus loin, c'est la gabégie qui est traduite par prodigality, et donc en français il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de cuir sur gabégie, mais il y en a un en anglais, puisqu'au lieu de prodigality, on a prodigarity. Il y a aussi un peu plus loin phallocrasse, qui est aussi, ça c'est dans l'apocryphe aussi, page 150, phallocrasse, qui n'est pas seulement un cuir, qui aussi du coup est un mot valise, sur phallus et sur crasse quand même, donc on parlait du bas et du haut, de l'ignoble et du noble. En anglais, même jeu, phallocraps, et en allemand, phallodris, pour lequel je n'ai pas encore réussi à trouver d'informateur plus compétent que moi en allemand, parce que je m'y suis pris trop tard sans doute, mais en fait il y a au moins 3 germanistes de mes connaissances et de mes amis qui sont aussi bouche bée que moi sur ce phallodris, et donc ça reste encore un petit peu un point en suspens. Il ne me reste qu'une minute et donc je ne parlerai pas du dernier point qui sont, hélas, la mise en abîme de la thématique musicale et les problèmes de structure. Ce sont les 3 dernières citations, et j'avais quelque chose de très beau à vous dire sur la mouise. Mais là, il faut y aller. Oui, il n'y a pas de raison. Là, je me permets, puisqu'on me les accorde, de prendre 3 minutes de plus, donc 4 en tout, puisqu'il m'en restait une, si je veux faire le décompte. Il doit déchanter cette métaphore évidemment musicale et conserver en anglais change his tune. En allemand, on a une métaphore militaire, donc on a une modulation métaphorique avec changement d'image. Muss die Waffen strecken, je trouve qu'en anglais c'est d'autant plus intéressant qu'on a sans doute aussi un jeu autoréférentiel et intertextuel avec la traduction de la manivelle par Beckett, the old tune, he has to change his tune. Pour ce qui est de la citation numéro 16, or le maître a fait mouche, les enfoirés sont pris au piège. On a ici cette traduction de enfoiré qui est assez intéressante et qui m'a semblé peut-être... Alors il y a plein de choses ici, hein, c'est très compliqué, il y a la double allitération en M et en P, il y a la structure métrique avec gradation ascendante, hexasyllabe plus octosyllabe, jeu de mots implicite sur le double sens de mouche, faire mouche en escrime et mouche prise au piège, et restituer évidemment l'ensemble de ce réseau formel, métaphorique et rythmique, plus allitératif, est une gageure. C'est en partie, évidemment, une réussite. The master has hit the nail on the head, the bastards have walked into the trap. Et en allemand, hat ins Schwarze getroffen, die Arschlöcher sind ihm auf den Leim gekrochen. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte, enfin, il me semble, qu'il y a vraiment une traduction qui est beaucoup plus scatologique en fait de enfoiré en allemand, tout d'abord parce que c'est traduit par Arschlöcher, donc avec quelque chose qui est évidemment beaucoup plus proche évidemment de l'endroit concerné que bastards en anglais, et également il me semble avec un jeu de mots sur ins Schwarze treffen, puisque ins Schwarze treffen en allemand c'est viser le cœur de la cible en tir à l'arc, mais ça peut être aussi compris comme viser dans le trou noir, et donc il me semble qu'on a ici un écho entre ins Schwarze treffen et Arschlöcher. Je vous ai promis quelque chose sur la mouche et la mouise qui n'est pas dans l'exemplier, je m'en aperçois. Je saute donc l'exemple 17 pour vous citer le chapitre 35 de l'apocryphe. Le pauvre homme l'a fait toute sa vie et se demandait sur sa faim quelle mouche l'avait piqué. C'est aussi pour ça que j'en ai parlé. Ils appellent ça la muse, c'est mouise qu'il faudrait dire, et dans lequel je lis quelque chose dont je parlais plus tôt dans la matinée, à savoir le registre noble et le registre ignoble, la muse en haut, la mouise en bas.
dans un côté évidemment très carnavalesque. Dans les deux traductions, le jeu de mots muse, mouise, qui est essentiel bien sûr, est convenablement restitué. En anglais, they say it's the muse that guides your pen. Ah, but it's penury for you. She's aiming at. Et donc là, évidemment, la plume, pen, devient penury, la pénurie. Donc il n'y a pas le côté un peu familier, un peu scato de mouise, mais il y a quand même ce jeu de mots sur la pénurie et l'écriture, qui me semble très intéressant. Et en allemand, man spricht von der edlen Muse, on parle de la muse noble, besser sollte es heißen das Elend, der Muse, donc l'horreur de la muse. Voilà, donc c'était pour dire que voilà, ça faisait aussi partie des exemples que j'ai oublié en fait de mettre dans l'exemplier, j'en suis désolé. Et puisqu'il me reste 1 minute sur les 3 supplémentaires que je me suis accordé, je terminerai en signalant quelque chose de curieux dans l'édition américaine par une traductrice anglaise. Si on dit comme ça, je pense qu'on a fait le tour. Quelque chose d'assez curieux qui est que cette édition de Theo, parce que c'est Theo avec un accent aigu d'ailleurs, Theo of the New Era, le livre fait 31 pages et donc il est beaucoup plus resserré dans une police beaucoup plus petite et avec certains blancs qui ne sont pas respectés. Et je signalerai qu'à la page 13, 2 fragments de Théo ou le temps neuf sont alignés, sont à la suite l'un de l'autre. Et comme en anglais, on ne peut pas faire de différence entre le vouvoiement et le tutoiement, il faut juste que je renote. C'est à la page 37-38 en français. Posez, montez sur la table et appelez le docteur. Là, il s'adresse à la servante, à la domestique. Un blanc. Qu'est-ce qui se passe encore? Recouche-toi, je vais te faire ta piqûre, je n'en veux plus de ta piqûre. En anglais, non seulement il n'y a pas de blanc, mais il y a un seul et même you, ce qui fait que pour le lecteur anglophone, je pense qu'il faut vraiment être très concentré pour comprendre qu'il ne parle plus à la même personne et que ça n'est plus la domestique que ce n'est pas la domestique qui fait la piqûre, mais le docteur. Donc là, je pense qu'il y a peut-être eu des erreurs à l'impression finale et il va de soi que ça n'est pas le fait de la traductrice ni bien sûr de l'auteur. Enfin, c'est pour dire qu'en tout cas, moi je commente les textes tels qu'ils existent et tels qu'ils sont lisibles par le lectorat. Là, il y a vraiment un passage de Théo qui échappe, à mon avis, même pas à l'analyse, mais à la compréhension primaire du lecteur anglo-américain ou anglophone. Thanks for bearing with me, comme on dit en anglais. You're welcome. Bon,